Les Belges ne doivent pas subir les conséquences de ce qui se passe à l'heure actuelle en Afghanistan. Vous l'avez compris, nos villes ne doivent devenir ni Kaboul, ni Kandahar, ni Jalalabad. Et nos communes ne doivent pas non plus devenir des villages tribaux. Vous me rétorquerez, et vous aurez peut-être raison, que c'est déjà un petit peu le cas au vu de la politique migratoire délirante qui est menée depuis plusieurs décennies par nos dirigeants. Bienvenue chers amis dans les actualités de chez nous. Alors les actualités de chez nous, je répète le concept pour ceux qui les regardent pour la première fois, ce sont des actualités vues avec un regard différent de celui que vous trouverez dans les médias traditionnels. Les actus de chez nous, ce sont des actus qui sont reliés à notre parti politique, le parti politique chez nous. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à nous partager et n'hésitez pas à nous encourager, ça nous fait évidemment toujours plaisir. Retournons, si vous le voulez bien, en Afghanistan. Après, nous reviendrons en Belgique, rassurez-vous. Toutefois, il est important d'y aller pour un petit peu comprendre ce qui se passe sur place. Alors l'Afghanistan, c'est un pays magnifique. Ce sont des terres sur lesquelles aucune ethnie n'a jamais vraiment réussi à mettre la main mise. On sait que l'Afghanistan est divisé en ethnies. Il y a les Ouzbeks, il y a les Tadjiks, il y a les Pashtuns, il y a aussi les Hazaras qui eux sont plutôt chiites et qui d'ailleurs subissent déjà aujourd'hui les conséquences de l'arrivée des talibans au pouvoir. Vous comprenez que si aucune de ces ethnies n'a réussi à faire main basse sur le pays et à le diriger totalement, aucune puissance étrangère ne peut le faire. C'est notamment le cas de l'URSS. Les soviétiques ont été les premiers à s'engager dans la région. En pleine guerre froide, ils avaient compris l'intérêt géostratégique de s'y implanter. L'Afghanistan leur donnait notamment un accès vers les mers chaudes. Les soviétiques se sont empêtrés dans le bourbier afghan et pendant leur occupation du pays, les seigneurs de guerre, les fameux moudjahidines, se sont organisés afin de chasser les soviétiques. Les seigneurs de guerre, vous en connaissez quelques noms, probablement le commandant Massoud qui avait été assassiné l'avant-veille des attentats du 11 septembre, mais il y a aussi Hekmatyar qui fut surnommé le boucher de Kaboul. Ces seigneurs de guerre ont réussi à mettre les Russes dehors, les soviétiques hors du pays, et pendant quelques années, il y a eu l'instabilité. Et ce sont les talibans qui, au final, ont réussi à remettre un petit peu d'ordre. Alors, les talibans, initialement, c'était des étudiants en religion, des étudiants qui étudiaient dans les écoles religieuses, les malis, et ce fut pour le pire. Vous, les femmes, sous des burqas, c'est dramatique pour la condition féminine, les talibans ont abrité Al-Qaïda, et les talibans ont été les pionniers de la cancel culture, puisque, souvenez-vous, ils ont dynamité, ils ont détruit les fameux Bouddhas qui avaient été sculptés dans les parois excavées de Bamiyan. C'était un monument extraordinaire qui a été détruit complètement par les talibans. Vint ensuite le 11 septembre. On se souvient tous ce qu'on faisait ces dates-là. Ce fut le début d'une longue période marquée notamment par le terrorisme. Les Américains, suite au 11 septembre, ont voulu déloger Al-Qaïda et ont attaqué l'Afghanistan. Les talibans n'ont pas su résister longuement, mais 20 ans plus tard, on peut dire que l'initiative américaine et tout ce qui s'en est suivi a viré à l'échec le plus monumental. On ne parvient pas en fait à imposer une paix de l'extérieur. La Pax Americana, on voit que ça ne fonctionne pas. La Pax Americana ne fonctionne pas, mais le nation building, pour reprendre un anglicisme, c'est-à-dire la formation d'une nation, ne prend pas beaucoup plus. Pendant des années, l'Afghanistan, finalement, a vécu avec cette occupation américaine sur le territoire, en espérant y implanter la démocratie, mais ça ne s'est pas produit et en fait c'est la conclusion qu'on peut tirer. Il n'y a qu'une conclusion à tirer. En fait on doit être cohérent avec nous-mêmes. Si nous plaidons pour que nos villages ne soient pas envahis, pour que les villages wallons, pour que Bruxelles ne soit pas soumis aux flux migratoires, il faut aussi reconnaître aux Afghans le droit de maîtriser leur destin en Afghanistan. En d'autres termes, l'Afghanistan aux Afghans. En plus, il faut être tout à fait honnête, si aujourd'hui les talibans sont revenus au pouvoir, s'ils ont pris Kaboul en un temps record, c'est tout simplement aussi parce qu'ils avaient des soutiens dans la population. Alors on m'a beaucoup posé la question ces derniers temps, les talibans n'ont jamais totalement disparu de la circulation, et ils avaient sur la majorité du territoire, et principalement dans leur fief, notamment au centre du pays, ils avaient de précieux soutiens. Et puis, il faut bien le reconnaître, notre modèle
notre démocratie, nos valeurs, les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, les Afghans n'en veulent tout simplement pas. Vous avez probablement lu, comme moi dans la presse, ce chiffre faramineux. 99% des Afghans sont en faveur de l'imposition de la charia, 85% sont favorables à la lapidation pour les femmes adultères et 79% sont favorables à la peine de mort en cas d'apostasie. Alors vous avez compris que pour toutes ces raisons, aujourd'hui, nous n'avons pas à accueillir de migrants afghans sur notre territoire. Et il faudrait le répéter à nos dirigeants, à nos décideurs. Le plus surréaliste dans l'actualité des derniers jours a été de voir l'arrivée de migrants dans un centre appartenant à l'armée dans la région de Spa. Et qui a dû accueillir les migrants? Ce furent les victimes des inondations. On a là finalement la parfaite allégorie, on a un symbole de tout ce qui ne fonctionne pas dans notre pays et de tout ce qui nous attend. En réalité, on doit s'opposer à la venue des migrants en provenance d'Afghanistan pour plusieurs raisons. C'est tout d'abord la criminalité. La criminalité parmi les Afghans est, et c'est assez reconnu, parmi les plus élevées sur notre territoire. En plus, on peut craindre que parmi les Afghans qui arrivent dans notre pays, un certain nombre soient acquis à l'islamisme, on l'a déjà dit, et au fondamentalisme, avec tous les dangers que cela représente. Faut-il vous rappeler, mais je sais que vous êtes vigilants, mais faut-il vous rappeler la vague de migrants que nous avons eue en provenance de Syrie au milieu des années 2010, avec les conséquences dramatiques que cela a entraîné pour nos pays. D'ailleurs, en France, vous l'avez également appris, il y a eu parmi les migrants afghans qui sont arrivés ces derniers jours, 5 Afghans soupçonnés de liens directs avec les talibans. Ils ont été surveillés de près et un d'entre eux n'a pas respecté les conditions de la mesure sous surveillance et il a finalement été mis en examen. On comprend qu'il y a un réel risque, on comprend qu'il n'y a pas de compatibilité avec nos valeurs. En fait, il faudrait faire comme l'Autriche. Le chancelier autrichien, lui, il est de bon sens. Il a tout simplement dit « Nous ne voulons pas de migrants afghans sur notre territoire ». Mais qu'ont dit nos responsables politiques? Vous les avez entendus. Ils ont dit que c'était de notre devoir moral d'accueillir les migrants en provenance d'Afghanistan. Vous avez bien entendu notre devoir moral. Il faudrait peut-être rappeler à nos responsables politiques que leur devoir moral, c'est de protéger la population belge. C'est pour cela qu'ils ont été élus. Ce n'est pas pour défendre les Afghans, ce n'est pas pour défendre l'immigration dont les Belges ne veulent en majorité pas. Alors la Commission européenne, elle entend financer, mais comme si tout s'achetait, elle entend financer, elle entend accorder des subsides, des montants aux pays qui accueilleraient des migrants en provenance d'Afghanistan. Ce n'est pas notre vision des choses et nous le disons très clairement à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, allemande. D'ailleurs, elle est née à Bruxelles pour ceux qui l'ignoraient. Il n'y a pas évidemment que Ursula von der Leyen. Il y a aussi en Belgique André Flau. Alors André Flau, c'est d'une absurdité incroyable. Lui, il a déclaré que peut-être les migrants ont changé, qu'il fallait sans doute leur accorder une nouvelle chance. Et peut-être aussi faut-il en faire des alliés. Alors, un de nos articles les plus partagés, et d'ailleurs, petite parenthèse, n'hésitez pas à partager nos contenus, c'est comme ça que nous gagnerons le combat, mais un de nos articles les plus partagés, c'était sur les 50 nuances d'islamo-gauchisme. Et malheureusement pour nous, l'islamo-gauchisme, c'est comme le coronavirus, il y a des variants. Et André Flau, c'est un nouveau variant d'islamo-gauchisme. Lui, c'est le talibano-gauchisme. Et nous nous opposons très clairement, évidemment, aux propos d'André Flau. André Flau, c'est lui aussi qui, sur tous les plateaux télévisés, il parade avec le triangle rouge au revers de son costume. Le triangle rouge, c'est le symbole de la lutte contre l'extrême droite. En réalité, on voit encore une fois qu'André Flau, il ne combat pas du tout l'extrémisme, sinon il combattrait aussi les talibans. En réalité, André Flau, il combat les personnes qui, comme nous, notre parti chez nous, mais comme vous aussi majoritairement, qui défendaient tout simplement notre identité, nos villages, nos traditions, notre culture. C'est là tout le sens de notre combat et nous ne transigerons pas. Catherine Fonck du CDH, quant à elle, elle s'est empressée de poster une photo de ces Afghanes qui, au début des années 70, paradaient cheveux au vent dans Kaboul. Mais il faudrait peut-être rappeler à Catherine Fonck que son parti, le CDH, a été le premier en Europe à faire élire une députée voilée. Et à l'époque, il me semble que le CDH trouvait ça très progressiste. Alors,
Alors le deux poids deux mesures, évidemment, nous n'en voulons pas. Alors un des pays ayant pratiquement directement plus ou moins soutenu les talibans, c'est la Chine. Et permettez-moi, je vous promets, je ne ferai pas trop long de parler un petit peu de la Chine, parce que c'est important. Il y a aujourd'hui peut-être pas une guerre qui se dessine, mais en tout cas il y a de vives tensions et on les sent émerger. Il y a en tout cas un conflit économique, mais qui ne sera pas qu'économique. Voyez la situation de Taïwan aujourd'hui. Taïwan est décrit comme l'endroit le moins sûr du monde. Mais aujourd'hui, une question se pose et nos dirigeants politiques devraient se la poser. On a parlé du coronavirus, mais d'où vient le coronavirus? Il vient de Chine. Et personne finalement n'a émis l'hypothèse de faire payer la Chine. Alors on sait que ce n'est pas si simple en droit international. La Cour pénale internationale n'est pas compétente en la matière, la Cour de justice internationale nécessiterait l'aval de la Chine et le règlement sanitaire international, quant à lui, ne prévoit pas de sanctions. Mais néanmoins, on ne peut pas se laisser faire. Sinon, dans ce combat, dans ce monde multipolaire qui se dessine, nous finirons par couler. Et c'est dramatique. Nous ne devons pas nous laisser faire. Il serait peut-être d'ailleurs intéressant de demander, sur la question de la Chine, l'avis du PTB, parce qu'on sait qu'ils ont des sympathies pour ce pays. C'est leur communisme, finalement, qui l'exige. Donc, on a parlé de la Chine. Donc, sans jeu de mots, les Pékins que nous sommes, j'espère qu'on ne se laissera pas faire et que nous ne sombrerons pas dans cette mondialisation. La mondialisation, il faut la dominer, il ne faut pas qu'elle s'impose dans nos villages. C'est assez important. Vous l'avez surtout compris, les enjeux de politique internationale nécessitent des hommes politiques à la hauteur. Il y a la question afghane, il y a la question de la Chine, il y a la question du monde qui se dessine. Évidemment, nous devons avoir des hommes politiques, des hommes d'État, nous devons aussi les avoir pour régler les problèmes au sein de nos frontières. Et c'est ce qui nous concerne évidemment directement dans nos villages, dans nos maisons. Mais qu'ont décidé les hommes politiques, c'est de revoir notamment le fameux droit de propriété en Belgique. Mais en fait, c'est très intéressant qu'on analyse. Le droit de propriété aujourd'hui prévoit que n'importe qui, que votre voisin, pourra venir dans votre jardin installer une échelle, un échafaudage, que sais-je encore, pour réaliser les travaux chez lui. Donc en fait, chez vous, ce ne sera plus tout à fait chez vous. De la même façon, les randonneurs pourraient emprunter votre propriété s'ils le souhaitent. On voit bien où ça mène, le chez vous ne sera plus tout à fait chez vous, et à terme, évidemment, tout comme nos pays ne sont plus tout à fait les nôtres parce qu'on nous impose des flux migratoires, on nous impose la mondialisation, mais finalement, l'extérieur vous sera imposé à votre domicile, et ça, nous nous y opposons évidemment de toutes nos forces. Donc nous avons besoin des hommes politiques à la hauteur pour régler toutes ces questions, et nous n'aimons pas, soyons très clairs, les attaques ad hominem dans notre parti chez nous. Nous allons faire de la politique, mais malheureusement, la classe politique belge, francophone et même nationale, elle est digne d'un bêtisier. On va lister un petit peu ce qu'on a entendu ces dernières semaines. On a Margot de Ré. Alors Margot de Ré, elle est députée écolo au Parlement bruxellois. Alors vous imaginez probablement que Margot de Ré aime la nature, qu'elle aime les arbres, qu'elle aime les oiseaux, tout ce qui fait l'écologie, pas du tout. Son combat, et unique combat pratiquement, c'est sa haine des hommes. Ainsi, par rapport à ce crime passionnel, dit féminicide en novlangue, ce crime passionnel qui a eu lieu à Gouvy et qui a vu la mort tragique de la directrice du circuit de Spa-Francorchamps, elle a déclaré, Margot de Ré, que c'était dû à la masculinité toxique. Et qu'en raison de cette masculinité toxique, un homme ne pourrait pas supporter de se voir quitter pour une femme, et que partant de là, toute l'humiliation de l'ensemble des hommes. C'était à peu près ça, si vous y comprenez quelque chose. Et en fait, je vais regarder de droit dans les yeux Margot de Ré, peut-être qu'elle nous regarde, on ne sait jamais, mais peut-être que les hommes chez Écolo se comportent mal, on n'en sait rien, on n'est pas écolo. Mais les hommes chez nous, vous pouvez me croire, les hommes chez nous qui assument leur virilité, qui assument leur condition d'homme, on respecte les femmes, on aime les femmes et on se comporte en gentilhomme, en gentleman, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et c'est le cas de l'immense majorité des hommes. Il ne doit pas y avoir de conflit entre les hommes et les femmes, mais une complémentarité qui est de plus en plus effacée au nom de toute cette cancel culture, cette culture woke que nous dénonçons évidemment de toutes nos forces. Pascal Smet, quant à lui, je ne vais pas dire que c'est pire encore, mais il a décidé de rebaptiser les journées du patrimoine, ces fameuses journées où vous aimez vous promener en famille avec vos enfants pour visiter
les musées, pour visiter les lieux qui font notre culture, il a décidé de rebaptiser ces journées du patrimoine en Heritage Days. En fait, pourquoi l'a-t-il fait? Vous avez compris, c'est parce que le mot patrimoine est trop masculin, patrimoine, et Heritage Days, c'est aussi un affreux anglicisme qu'on tente de nous imposer dans notre langue. C'est complètement ridicule et en plus, si vous entendez la raison pour laquelle ce nom a été modifié, c'est pour avoir une dynamique plus inclusive. Vous entendez bien. Alors on va revenir un petit peu à notre ami André Flau, qu'on a déjà un petit peu égratigné plus en avant dans cette vidéo. Vous savez, l'homme avec son triangle contre l'extrême droite au revers de son costume. André Flau, lui, en fait c'est très simple. En fait, il a critiqué cette semaine la Commission européenne parce que l'Union européenne ne donnerait pas assez aux personnes qui ont été victimes d'intempéries, qui ont été victimes d'un cataclysme naturel à Haïti. On peut comprendre toute sa compassion, on a aussi de la compassion, mais aujourd'hui les Wallons attendent d'André Flau qu'il se penche sur la question des inondations. Il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui en Wallonie qui ne sont pas relogées. Et ce n'est pas tout en réalité. André Flau a aussi déclaré dans la presse, c'est un article du Standard me semble-t-il, André Flau a déclaré que le PS devrait reprendre possession des appareils de la sûreté de l'État. Vous imaginez si Donald Trump ou n'importe quel dirigeant ou Poutine avait déclaré une chose pareille, on l'aurait accusé à juste titre probablement de vouloir encore faire main basse sur tout l'appareil de l'État, mais c'est ça le socialisme aujourd'hui en Wallonie. Enfin, on voudrait aussi adresser une petite pique à Conor Rousseau, nouveau président des socialistes flamands. Alors Conor Rousseau, c'est cet homme politique qui se présente un peu comme le beau gosse de la classe politique flamande. Et cette semaine, il a relayé sur son compte Instagram, il a relayé les propos d'un adolescent qui déclarait fantasmer sur lui. Mais on en est où de notre classe politique? Est-ce que Conor Rousseau et tous les autres, ils ne pensent pas qu'il y ait des dossiers plus urgents, qu'il y a des choses plus importantes à faire que de relayer les états d'âme et les fantasmes d'un adolescent? C'est complètement scandaleux, c'est honteux. Mais en réalité, vous l'avez compris, c'est un petit peu SOS particratie. Ils ne veulent pas d'une commission pour débattre de ce qui s'est passé lors des inondations, pour voir ce qui peut être mieux fait, pour éventuellement établir les responsabilités. Ils ne veulent pas tout ça. Quand ils se partagent le secteur culturel, les grands partis ont décidé de se partager les postes à responsabilité au sein des organisations culturelles. Ils ne le font pas non plus pour la culture. De la culture, ils n'en ont pas beaucoup. Il suffit de lire ce qu'ils partagent sur leurs réseaux sociaux. Ce n'est pas non plus digne de beaucoup d'intérêt. Ce n'est pas cultivé. Ce n'est pas très brillant. Donc ce n'est pas la culture qui les intéresse, mais c'est juste les postes. Vous l'avez compris, ils veulent se maintenir au pouvoir coûte ce que coûte, quitte à changer le nom de leur parti. Ça, c'est leur nouvelle mode. Hein, vous connaissez cette fameuse formule du Guépard de Lampedusa, magnifique livre pour parler un peu de culture, c'est « il faut que tout change pour que rien ne change ». Donc changeons le nom des partis. On sait que le mouvement réformateur va devenir le mouvement des libertés, c'est inscrit dans les astres. Défi, c'est aussi un nouveau nom de parti, c'était autrefois le FDF, et en fait on est prêt à prendre les paris que le CDH bientôt va s'appeler Demain, par exemple. Ce sera un nom de parti qui leur conviendrait bien, et peut-être qu'ils peuvent s'appeler demain, mais en tout cas après-demain ils seront probablement plus là. Vous avez compris, nous on veut faire de la politique autrement, de la politique noble, et une politique qui prenne en compte les enjeux fondamentaux, les enjeux cruciaux qui se présenteront à nous dans les années à venir. Donc je vous le répète, partagez nos contenus, suivez-nous, écrivez-nous, formulez vos idées. On remercie toutes les personnes qui se sont déjà manifestées, avec un petit clin d'œil à Michel dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. On vous attend nombreux et on vous prépare de nombreuses surprises pour la rentrée. Vous verrez, vous serez surpris et vous serez nombreux à vouloir participer à nos événements. D'ici là, évidemment, on vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui ont une rentrée. On vous souhaite une bonne fin de vacances pour ceux qui peuvent encore profiter. On vous salue et on vous dit à très bientôt.